François Vitrani de nous recevoir pour cette soirée consacrée à Jacques Roubaud, Florence Delay, Jacques de Decker, Martin Rueff et Christine Marcandier. Vous savez que chacune des soirées de nos coïncidences ont des petites histoires étranges. Je vous la raconte en 30 secondes. Lorsque Christine Marcandier, qui va conduire cette soirée, la présider, qui est professeure à Aix-Marseille, qui est critique littéraire également, spécialiste en littérature française, après avoir pas mal écrit sur Mediapart pendant plusieurs années, a créé son propre site cofondé avec d'autres, son propre site culturel, qui est un de ces sites sur lequel on navigue ou pas, mais qui a plus de 10 000 clics, comme on dit aujourd'hui, par jour. Donc c'est énorme comme vision. Lorsqu'elle m'a demandé, nous étions en contact, où pouvait se filmer une rencontre avec Jacques Roubaud, mais c'était bien avant cette soirée, donc c'est un peu comme l'archéologie de cette soirée, mais c'est ici que François Vitrani les a accueillis tous les deux et qu'au fond la première interview pour ce livre qui vient de paraître, et les deux livres d'ailleurs dont il sera question ce soir, a été filmée. Et donc tout à fait naturellement, lorsqu'on a pensé à cette soirée avec Jacques Roubaud et avec les autres, on s'est dit que ce serait bien que Christine Marcandier puisse se retrouver avec nous. Donc, merci Christine. Avant toute chose, je voudrais remercier Maurice Hollander et François Vitrani d'avoir organisé cette rencontre à la Maison d'Amérique latine, dont Maurice vient de rappeler l'archéologie, d'avoir organisé donc cette coïncidence, puisque c'est le titre de ces soirées, autour de Jacques Roubaud et de deux livres récemment publiés dans la si riche bibliothèque du XXIe siècle, Camille Maurice Hollander au Seuil, Poétique remarque en avril 2016 et Peut-être ou la nuit du dimanche en janvier 2018. Coïncidence donc que cette soirée, non pas seulement au sens de ce qui se produit en même temps, mais dans le sens qu'a ce terme entre littérature et mathématiques, qui est un croisement si cher à Jacques Roubaud, et au sens étymologique peut-être de similitude intellectuelle, celle qui réunit Jacques Roubaud, Florence Delay, Jacques de Decker et Martin Rueff ce soir. Ensemble, ils vont donc évoquer ces deux livres qui fonctionnent eux aussi comme une coïncidence, un brouillon de prose, un roman autobiographique d'une part, et cette forme particulière de prose que sont les remarques, puisque c'est ainsi que Jacques Roubaud explicitait le titre de sa poétique de son demi-siècle de réflexion en 2016. Ces livres ont beaucoup en commun. Ils peuvent être lus comme les pans d'un diptyque parce qu'ils sont des laboratoires formels, parce qu'ils reposent sur un travail de mémoire, parce qu'ils sont des essais au sens autant critique qu'autobiographique de ce terme, parce qu'ils sont l'un et l'autre composés par strates, par croisement, par montage, par reprise, forme même d'une pensée en mouvement qui n'a de cesse de s'actualiser. Tout s'énonce dès le peut-être d'un titre, ouvrant à des possibles, à des hypothèses, tout à la fois énoncé d'une poétique ou d'une vie, sans doute les deux, et quête d'une forme propre à les dire, faisant fi des frontières pour mieux les interroger. Poésie et prose, roman et écriture autobiographique, mais aussi mathématiques, jeux de go, expériences zolutiennes, promenades, etc. La première des poétiques remarques, en 2016, énonçait « Je ne peux pas dire « je me souviens » sans dire implicitement « je me rappelle que je me souviens ». Donc phrase attribuée au Phédon, cela implique l'indéfini, mais comme fibre d'un présent du passé. Telle est sans doute l'enquête menée dans ces deux livres, une forme de vita nova, autour d'un couple principal, poésie-prose, je cite une nouvelle fois les poétiques remarques, visant à rendre présent. Et c'est ce mot, me semble-t-il, qui est important, puisque pour poursuivre le dialogue de ces deux livres, je voudrais, en guise de rapide introduction, donner à entendre une phrase de la nuit de dimanche. « Je raconte tout ce que je compte au présent, puisant le présent du verbe dans le tiroir des temps verbaux. » Et c'est cette opération que nous allons mener ce soir, en coïncidence donc, rendre présent ces deux livres, ouvrir les tiroirs des temps comme autant d'ouvroirs de littérature. D'ailleurs, la nuit de dimanche est désignée dans le cours même du texte comme une prose présentiste. Un dernier mot,
Dans l'une des 4751 remarques qui composent votre poétique, vous écrivez, cher Jacques Roubaud, préférez presque toujours la pensée hérisson, la pensée ébouriffée, et j'espère que nous serons à la hauteur ce soir. Et je vais pour cela maintenant passer la parole à Florence Delay, qui va lire un premier extrait de l'un de ses deux livres. Florence Delay, qu'il n'est nul besoin, bien sûr, de présenter. Je me contenterai donc de rappeler que vous êtes membre de l'Académie française, écrivain, auteur d'essais, de romans et bien sûr de plusieurs livres en collaboration avec Jacques Roubaud. Pensons à Partition Rouge ou à Graal Théâtre. Chapitre 4. Deux filles d'Ariane. Écrire et publier son autobiographie n'a guère de sens. Pourquoi n'y en aurait-il qu'une? Si on en composait une tous les 10 ans, par exemple, ce serait déjà moins une prétention ridicule à transmettre au monde la vérité sur soi-même. Toutes les autobiographies que je connais prétendent cela. Je ne suis pas tombée dans cette erreur. Dans la très longue pause où je me suis efforcée à faire la biographie d'un projet mégalomane, entrelaçant mathématiques et poésie en un roman de dimension colossale, donc absurde. C'était un contre-projet, guidé par un petit nombre de consignes et appuyé sur un seul mémoire, que, n'ayant ni journal intime, ni archive, je m'imaginais, pauvre idiot, d'une part fiable et d'autre part durable, ne concevant pas un instant son délabrement quand la chirurgie s'en est mêlée. Il est long, très long, ce contre-projet en prose, mais il est resté inachevé, inachevable qu'il était bien sûr, sauf par un coup de force supposé déterminé, qui ne se rencontrera, si jamais quelqu'un s'avise de le rechercher, que dans les pages inédites de sa 6e branche, lesquelles seront ensevelies dans un dépôt d'archives portant mon nom au fond des cavernes de la Bibliothèque nationale de France. Autobiographique est ce roman, ce brouillon de roman, donc, comme je viens de le décider. De même, tout roman est autobiographie de celui qui lui donne son nom. Un pas de plus dans l'élucidation de mon entreprise. Une autobiographie est un roman, mais de quelle espèce? Confession d'un enfant de quelques siècles? D'un pécheur repenti? Révélation du parfait pécheur? Bildungsroman? Un mémoire d'un chevalier d'industrie? D'un révolutionnaire? D'un Henri Brulard? D'un âne? Il y a le choix. Mais pour moi, toute autobiographie est un roman à thèse. La thèse que défendra le mien, je vous laisserai le soin de la découvrir, avec la complication suivante, que je ne vous offrirai pas une autobiographie, mais deux. En plus, elles ne s'occupent même pas de la quasi-totalité de ma vie. Elles ne sont que des morceaux autobiographiques, des fragments de vie. Mais chacun d'eux dit l'essentiel de ma vie. Pour les raconter, je suis deux fils. Ils sont mes fils d'Ariane, dans le labyrinthe de l'existence. Fils d'Ariane, dis-je en dérision plutôt, que je vais entrecroiser comme je pourrais, pas savamment, entrelacement, comme j'aurais pu tenter de le faire il y a 20 et même 10 ans. Mais c'est trop tard, trop tard, trop tard. Je vais le faire avec une irresponsabilité brouillonne, allègre si possible. En suivant le premier fil, on le déroule comme dans une autobiographie traditionnelle. Sa chronologie est vacillante, mais en principe déterminée par le temps du monde réel. Le temps mondain lui sert de guide. Sa narration, elle, pourra vagabonder dans les sentiers de la chronologie, mais sans la perdre de vue. Le deuxième fil doit être présenté plus longuement. Ma première fille se nomme Elle. Elle est ma fille, unique, selon l'état civil, mais je me reconnais une seconde fille nommée C. C n'est pas, selon la biologie, ma fille. Elle n'est pas fille reconnue, pas non plus adoptée. Notre rapport de filiation n'a pas de fondement légal. En plus, il va dans le sens inverse du sens habituel. Elle est ma fille parce que je suis son père adopté. Elle m'a choisi comme père,
après avoir fait connaissance, identifié grâce à un instrument disparu aujourd'hui, le Minitel, de son cas biologique. C'était le jour de ses 18 ans, le jour de sa majorité légale. Elle l'a rencontré, trouvé un homme marié avec 2 ou 3 enfants, sympathique. Elle l'a vu 2 ou 3 fois, mais ce fut tout. Elle déclara alors que j'étais son père. Ce fut désormais entendu entre nous. C a 4 enfants. CA est la benjamine de cette fratrie de 4. Elle a 7 ans. C étant ma fille d'après ce qui précède, CA est ma petite fille, et elle le considère comme son grand-père maternel. C, très sagement, attendra quelques années avant de lui donner quelque explication. Il y a quelque temps, son appendicite ayant menacé de se transformer en péritonite, elle a fait l'expérience de l'hôpital. Forte de cette expérience, elle considère qu'elle a un lien privilégié avec moi, ses aînés n'ayant, selon elle, aucune idée de ce qu'elle et moi avons vécu. Nous avons une correspondance suivie. Elle me donne de ses nouvelles et je la charge de réclamer pour moi à sa mère des nouvelles du reste de la famille. Un peu avant l'arrivée de ma dernière lettre, l'institutrice remplaçant son institutrice en congé a fait lire à la classe un de mes poèmes, le poème du chat. Poème du chat. Quand on est chat, on n'est pas vache. On ne regarde pas passer les trains, en mâchant les pâquerettes avec entrain. On reste derrière ses moustaches. Quand on est chat, on est chat. Quand on est chat, on n'est pas chien. On ne laisse pas les vilains moches, parce qu'ils ont du sucre plein les poches. On ne brûle pas d'amour pour son prochain. Quand on est chat, on n'est pas chien. On passe l'hiver sur le radiateur, à se chauffer doucement la fourrure. Au printemps, on monte sur les toits pour faire taire les sales oiseaux. On est celui qui s'en va tout seul, et pour qui tous les chemins se valent. Quand on est chat, on est chat. CA aussitôt a déclaré « JR, c'est mon grand-père ». Grosse rigolade dans la classe. Mais le même jour, elle a reçu une lettre de moi. Elle a fait taire ses détracteurs. Croyez-moi. Croyez-moi. Merci infiniment Florence, parce que votre lecture était magnifique et elle fait ressortir aussi la malice de ce texte. C'est formidable. Alors je vais laisser la parole à Jacques de Decker, que je vais présenter rapidement. Homme de théâtre, secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, directeur de la revue Marginale, journaliste, critique, traducteur, écrivain. En somme, un homme orchestre, comme vous le revendiquez, je crois, qui va nous parler donc de ces 2 livres de Jacques Roubaud. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation. Je n'ai rien refusé à Maurice et à Lydia pour que je suis là. La deuxième chose, c'est que ça me permet de réparer un faux bond que je vous ai fait, Florence, au début de l'année dernière, où je n'ai pas pu venir à Aix parce qu'il y avait un deuil très, très brutal qui m'était arrivé, si on peut le dire. Et puis il y a ce mystère pour moi, qui était en grande partie Jacques Roubaud, qui me fascinait essentiellement à travers le travail fait avec Laurence, c'est-à-dire tout ce grand travail dramaturgique, qui, pour ce qui est du théâtre, évidemment, est extrêmement important à mes yeux. Et puis, ces livres me sont parvenus, et au premier choc, j'ai dit tout de suite à Maurice, ok, ça va, je viens. Parce que ce sont 2 monstres livresques. Ce sont 2 livres extrêmement importants, je crois, totalement atypiques, qui comme on dit beaucoup aujourd'hui, dégagent beaucoup, qui dégagent par exemple pratiquement tous les biographes. C'est-à-dire c'est un procès fait à la stratégie biographique. Qu'on peut en gros classer en 2 grands pans, c'est-à-dire l'autocélébration ou l'auto-sacrifice. C'est de plus en plus à la mode aujourd'hui. Il vaut mieux ne pas être trop fréquentable pour faire une bonne biographie aujourd'hui, semble-t-il. C'est le nouvel état des lieux. Bon.
Seulement, ce qui se passe, c'est qu'une biographie est littéralement impossible à écrire, pas plus comme une autobiographie. Si je devais écrire ma vie, par exemple, bien sûr que je me souviendrais de cette soirée, et que j'aurais envie de la décrire, et qu'elle me prendrait, je ne sais pas, entre 3 et 4 pages. Des soirées comme ça, j'en ai connu quelques centaines dans ma vie depuis longtemps, des soirées aussi bien familiales, amicales, privées, publiques, etc. L'autobiographie est impossible. Ça veut dire que l'autobiographie est toujours une réorganisation. Une réorganisation des faits selon le roman que l'on se fait de soi-même. Même chose pour la biographie. J'ai commis 2 biographies. Et elles ont été plutôt bien accueillies. Et la deuxième, c'était sur Wagner. Mais j'ai fait une biographie de Wagner dans la collection Folio Biographie. Ça veut dire mettre toute une forêt dans une boîte d'allumettes. Et je l'ai assumé. Je savais que ça ne marcherait de toute façon pas. Mais ça a plu. J'ai même été finaliste du concours des biographies. Ça a plu parce qu'on avouait et on acceptait le principe et cette espèce d'absurdité. Ce qu'il y a, c'est que les 2 livres ici de Jacques Roubaud déplacent la question. Ils déplacent la question en tant que biographie d'abord vitale, si on peut dire, et en tant que biographie de la pensée. Il y a une chose qui est terriblement frustrante quand on écrit un essai, c'est qu'on est obligé de traiter cette idée jusqu'au bout. Et on s'ennuie souvent. Et on se dit, est-ce que je vais arriver à mes 300 pages sur le même sujet? Et il y a tant de choses qui m'ont excité dans l'intervalle, et que je vais oublier. Ici, c'est le contraire qui se passe dans Poétique Remarque. C'est un grand livre de théorie littéraire, évidemment. C'est qu'on saute, comme on dit, jamais du coq à l'âne. Parce qu'on enlève toutes les plumes du coq, et puis on passe à l'âne, et on reprend à peu près tous ces types de peuplements. Mais, dans le même temps, on est toujours disponible à la vivacité de la réflexion. Parce que cette vivacité fait état de l'impossibilité de repérer la vérité. Il y a toujours un moment, je crois, où l'essayiste, et je parle sous le contrôle de 2 grands essayistes, où on hésite à se trahir ou pas. Ici, vous n'hésitez pas. C'est-à-dire qu'il peut arriver de dire le contraire de ce qui vient d'être dit, et c'est tout aussi valable. Mais en même temps, ce qu'on devine, et c'est là que vous mettez des gens très à l'épreuve, et surtout des littéraires purs, comme on dit, qui sont malheureusement souvent très démunis dans d'autres secteurs, et en ce qui me concerne, c'est par exemple les mathématiques. C'est que de temps en temps, on s'incline, et on se dit, oui, il est tellement fort en maths, qu'il doit probablement avoir raison. C'est un argument d'autorité. Dans l'autorité, et vous, ça fait deux. Donc c'est assez paradoxal. Mais malgré tout, l'esprit est excité. L'esprit est excité à un point incroyable. Quant au rapport au vécu de la biographie, là, je n'ai pas eu le temps, mais d'essayer de typologiser, si l'on peut dire, tous les types d'écriture biographique auxquels vous avez recours. Il y en a de différentes choses. Depuis la petite anecdote jusqu'à la considération sub specie nertitatis. Et cette essence formidable, ce côté funambulesque, en fait, de sauter de l'un à l'autre dans une totale indifférence à celui qui vous fait remarquer que tout ça n'est pas cohérent, fait de ces 2 livres des livres extrêmement excitants. Et en même temps, parce que je les ai lus qu'une fois et encore, l'un et l'autre, c'est un livre auquel on est ami. C'est-à-dire que ce que vous réorganisez aussi, c'est l'attitude du lecteur. C'est-à-dire que l'attitude du lecteur a des repères. Il peut dire, ah bon, il y a quelque chose comme 4250 remarques. Eh bien, je vais lire de la 3660e à la 3670e et on verra ce que ça vaut. C'est-à-dire, est-ce que c'est dense dans l'unité réduite ou dans l'ampleur? Et ça l'est dans les deux. Ça l'est dans les deux parce qu'il y a une aventure de l'esprit
qui est absolument stupéfiante, dans une liberté absolue, et qu'on doit vous envier humblement, parce qu'il y a la dimension de la mathématique. Je me disais toujours, au fil du travail là-bas, la fameuse phrase shakespearienne « There is a method in this madness ». Mais où est la méthode? Et je ne suis même pas sûr que vous nous la livriez. Je crois qu'il y a une quantité de méthodes mélangées, et en même temps, ce n'est pas de la folie. Non, je pense pas, franchement, c'est pas de la folie du tout. C'est simplement une extension du domaine de l'esprit. C'est-à-dire de montrer à quel point la méthode intellectuelle n'a pas de limite. Et vous refusez toutes les limites conventionnelles de l'écriture, qui est par exemple de lire, si vous faites une autobiographie, eh bien vous commencez à la naissance, vous terminez à la mort. Si vous faites la biographie de quelqu'un, même topo. Non, la vie d'abord. Et il y a une chose que je vais avoir dite, moi, pas très humblement, c'est que j'ai jamais cru que nous étions des individus. J'ai toujours cru que nous étions des dividus. Que nous étions des dividus. C'est-à-dire que nous étions faits de quantité, de parcelles d'êtres, qu'on organise un peu comme on veut, et quand on fait du théâtre, n'est-ce pas, on sait très bien que l'acteur est quelqu'un qui totalement domine cela. C'est-à-dire qu'il fabrique dans un rôle un individu qui est une illusion, et qui est fabriqué de quantité d'individus qu'il va chercher parfois dans son être propre. Et c'est ça qui fait de ce livre quelque chose de très ludique aussi. On rit beaucoup, hein. Ça il faut quand même le souligner. On rit énormément. Et pour tout ça, je dirais que c'est un livre cadeau, quoi. Voilà. Vous pouvez le dire. Hein. Effectivement, c'est justement ce que la lecture de Florence Delay tout à l'heure nous a donné à entendre. On va peut-être vous laisser lire un nouvel extrait, Florence. Il s'agit du chapitre 2 qui s'intitule « Père et Fils ». Père et Fils est le titre d'un roman d'Ivan Tourguenieff que l'auteur de Céline a lu, comme d'autres romans de cet auteur, en traduction anglaise. Ainsi qu'il décida à 18 ans de le faire pour lire les œuvres romanesques composées en des langues qu'il ne maîtrisait pas, ou pas suffisamment. Pourquoi? À cet âge, il renouvela de manière réfléchie un engagement implicite depuis l'enfance. Consacrer sa vie à la poésie en devenant un poète, reconnu si possible comme tel. La poésie ayant son lieu dans la langue principale de ses poèmes étant le français, il jugea, et je le dis en son nom, ce qui, quand on y songe, est assez outrecuidant de ma part, puisque je vous parle à la place de quelqu'un qui a bel et bien disparu depuis pas loin de 70 années. Il jugea qu'il lui fallait protéger son bien, la langue qui n'était vraiment sienne que par la poésie, la préserver du mieux possible de l'universel reportage. La langue de ses lectures de prose romanesque serait l'anglais. Il ne poussa pas cependant les conséquences de sa prise de position jusqu'à l'extrême. Lire Flaubert en traduction britannique, ou de Marcel Proust, Remembrance of Things Past. On a évincé outre-Manche le vieux Scott Moncrieff, mais le nouveau titre, In Search of Lost Time, fait irrésistiblement penser à un traité d'économie politique déplorant les heures de travail perdues dans l'industrie à cause des grèves. Il lut, je lus, Tolstoï, Tourguenieff, Gorky, Oblomov, Gogol, Lermontov, Pouchkine, Eugène Onegin dans la traduction de Nabokov, et bien d'autres, pas Dostoïevski, sauf idiot. Ces 2 années d'études de la langue russe aux langues zo étant insuffisantes. Limitons-nous à l'exemple du russe. Je me suis fait comprendre, j'espère. Étrange individu j'étais alors, pensera-t-on, je suis d'accord avec vous. Lundi matin, lendemain du dimanche titre, on est toujours au mois d'août 1952, remember, l'appartement de 5e étage avec ascenseur de la rue où il est vidé pour le temps qu'il faut de tous ses habitants sur 2, mon père et moi. Au 4e étage, M. Mindre,
au nom surgit brusquement de mon doigt hors d'oubli, va bénéficier d'une plage de silence. Il ne se plaint jamais des vacarmes qui lui tombent dessus depuis chez nous, il pourrait. Va être témoin d'une conversation décisive pour mon existence ultérieure et pour le roman que j'en ai vu. Le dispositif choisi par le père est parfaitement adapté à son intention. Il n'est pas assis à son bureau et son fils n'est pas assis sur une chaise en face de lui. Il s'ensuit, déduction pas trop difficile, que le fils ne va pas être, sinon en accusation, du moins prié d'expliquer certains éléments de son comportement récent dont le père a connaissance et qui pourrait à bon droit inquiéter un père de famille. Pater familias, je suis sûr qu'il a parlé de tout ça avec ma mère, mais, disons, c'est lui qui s'y colle. Qui a 4 enfants. Je suis l'aîné, il y a par ordre d'âge dépassant ma sœur, mon frère T et mon autre frère N, le Benjamin bien-aimé de cette fratrie. Il ne veut pas être question de sous. Mon père n'a pas trop d'inquiétude à ce sujet, il sait que je ne suis pas inconscient. Alors comment fait-il? J'ai beau creuser dans ma pauvre tête passoire, je n'arrive pas à nous revoir là, dans cette pièce, tous les deux, à ce moment après coup, compris par moi comme décisif. Je me suis repassé de très nombreuses fois, mais sans doute à chaque visite du passé, j'ai perdu quelque chose de la scène que nous avons jouée là, ou rajouté des images parasites. Je n'en ai jamais reparlé à mon père, il est mort en 1993, peu importe. Il me dit d'entrée de jeu qu'il n'a rien à me reprocher. Je me calme. Il ajoute qu'il estime que je travaille plutôt bien pour obtenir la licence de langue que je postule, même s'il m'arrive assez fréquemment de me coucher tard. Mais, me demande-t-il alors, j'ai remarqué que tu ne parles jamais de la suite, du sujet de diplôme qui suit la licence. Tu ne parais pas y avoir réfléchi, ni de la grègue qui vient normalement l'année suivante. Étrange. Apparemment, il n'y a que mon père qui parle. Apparemment, je ne fais qu'acquiescer. Mon père pense que je n'aurai pas trop de mal à passer l'agrégation d'anglais, et je le pense, un peu vantard en moi-même aussi. Mais mon père me dit alors, et c'est le moment où le fil fatal de ma vie commence à se dérouler, qu'il a l'impression que je n'ai pas très envie de devenir professeur dans un lycée, comme son épouse, ma mère, qui aime énormément ce métier. Non, ce métier ne m'attire pas, c'est vrai. Je ne sors pas alors la pseudo-raison que j'ai plusieurs fois invoquée, quand on me demandait pourquoi j'avais brusquement et plutôt tardivement changé d'orientation dans mes études, à savoir que je ne le voyais pas, mais pas du tout, en train d'expliquer à des élèves, même attentifs et intéressés, un sonnet général. J'assortissais ça de tout un matériau théorique que je suis bien incapable d'avoir expliqué. Le lundi matin où nous en sommes présentement, je ne vais pas vous en parler ici. Que voudrais-tu faire d'autre? Dit mon père. Je commence par ne savoir quoi répondre. Mon père alors, il n'est pas professeur de philosophie pour des prunes, et grand admirateur de René Descartes, constate que j'ai presque terminé mes 3 années de russe au Langso, que je viens d'acheter une grammaire de polonais, c'est lui qui l'a payé, of course, et se demande si peut-être je pourrais faire bon usage de ma propension à me lancer dans l'étude de langue, dont la maîtrise sanctionnée par diplôme toujours des Langso pourrait bien conduire à des postes hors lycée. Il me signale alors que son ancien camarade d'école normale supérieure, Hume, frère d'un dessinateur humoriste très connu à l'époque, s'est plongé à corps perdu dans l'étude du hittite, ce qui l'a conduit très vite au collège de France. Il est vrai qu'il avait été hulmien, puis à l'école française d'Athènes, où on n'arrive pas sans latin, je suis excellent en latin à l'époque, et sans grec, que j'ai commencé puis abandonné un peu bêtement en classe de seconde. Et tu as laissé tomber l'hippocane après 6 semaines. Non, dit mon père, cette voie, je le crains, n'est pas envisagée, il faut chercher ailleurs. Alors, je ne vois pas du tout. Mais pas du tout où il veut en venir. En revanche, je vois très bien là, en écrivant ce qui précède et surtout ce qui va venir, que je vais mettre sur le dos de mon père la responsabilité de ce qui s'est passé ensuite. Mon avance dans ce chapitre ne me permet toujours pas de distinguer plus de détails dans le bureau. Je ne vois que mon père et son bureau, derrière lequel il n'est pas assis. J'ignore s'il sait déjà vers quoi il va m'orienter, ou si ce sont mes réponses qui ont fini par rendre la décision qui va être prise, bien qu'inattendue, inévitable. Parmi les
livres nouveaux que tu lis et dont tu nous parles au repas, il y en a un qui semble faire sur toi une impression très forte. Antoine Meillet, Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes. Vrai? Vrai. Qu'est-ce que tu y trouves? Des raisonnements? Des déductions? De la rigueur? Oui. En somme, cela ressemble à de la mathématique. Et voilà, le grand mot est lâché, la mathématique. Donc le grand mot a été lâché, sur lequel nous reviendrons peut-être. Mais avant, nous allons entendre Martin Rueff, donc philosophe, poète, spécialiste de Rousseau, de poésie, de poétique contemporaine, traducteur, entre autres de Calvino et Agamben, professeur de littérature française à l'Université de Genève et l'un des maîtres d'œuvre de l'incontournable revue Poésie. Merci. Sans doute, mesdames et messieurs, chers amis, faudrait-il des mois pour expliciter les liens qui existent entre ces deux livres de Jacques Roubaud qui nous retiennent ce soir, et peut-être m'en voudrez-vous un peu si je prétends le faire en quelques minutes, dont j'espère qu'elles ne vous paraîtront pas des mois. Je ne le ferai pas si je ne considérais que la partie qui se joue ici, entre ces deux livres, est tout simplement décisive pour ce qui s'intitule poésie et conséquemment poétique, avec quoi se confond ici le destin de certains d'entre nous. Et quoi, que peut-il y avoir de commun entre poétique remarque, le Tractatus Logico-Poeticus de Roubaud, publié en 2016, mais la référence à Wittgenstein, bien sûr, va plutôt aux remarques, les philosophische Bemerkungen, qu'au Tractatus, d'une part, et peut-être, ou La nuit de dimanche, brouillon de prose, autobiographie romanesque, publié en 2017. Il faut d'abord, me semble-t-il, mesurer l'écart. D'un côté, ce que je n'hésiterai pas à considérer comme une des sommes de poétique les plus considérables écrites en langue française au XXe et XXIe siècle. Une somme composée sous forme de 15 sections de 317 remarques, soit 4755, mais si mes calculs sont bons, Jacques, 30 ont été supprimés et restent cependant numérotés, regroupant plus de 50 années de réflexion sur la poésie. Une somme d'une densité et d'une rigueur sans grands équivalents, et qui vient se ranger par le poids qu'elle est appelée à assumer dans notre modernité, à côté des cours de poétique au Collège de France de Paul Valéry, en 1937, de Fureur et mystère ou de recherche de la base et du sommet de Char, de la poésie est inadmissible de Denis Roche, ou encore, plus proche de nous, de la poésie n'est pas seule, ou de la raison poétique de Michel Deguy en 2000. Chacun de ces livres n'ayant aucun rapport avec les autres, et nul n'entretenant de rapport privilégié avec la somme de Roubaud, si ce n'est leur capacité à infléchir de manière profonde et durable la réflexion sur la poésie, réflexion technique et publique, théorique et pratique, exotérique et ésotérique. Réflexion sur ce qu'est la poésie, sur ce qu'elle fait, sur ses chances. Je puis citer, pour faire comprendre à quelle hauteur il faut situer ce que je n'hésite pas à appeler un chef-d'œuvre, L'interlocuteur de Mandelstam ou Le Méridien de Paul Celan. Et qu'on ne vienne pas m'objecter la forme éclatée, dispersée de ces remarques, car il en va de la poétique qui vient, comme de la philosophie qui vient. Elle ne peut présenter de système à défendre qu'à condition de se défendre des artifices de présentation du système et doit adopter une forme prosaïque singulière, je le disais. Ici, la remarque, là, chez Adorno par exemple, le fragment, pour arriver à ses fins. D'autre part, peut-être, ou La nuit de dimanche, le brouillon de prose de l'autobiographie romanesque. Une tentative. La préface, le texte de préambule contient la formule « J'essayais de m'exercer », donc pas simplement je m'exerçais, pas simplement j'essayais, mais j'essayais de m'exercer à l'autobiographie, fondée sur une conviction. Si toute autobiographie est en partie fictive, pourquoi ne pas jouer le jeu romanesque?
peut-être se présente comme un brouillon de prose composé sur plusieurs modes biographiques auxquels correspondent des polices singulières, des polices typographiques singulières. Je ne veux pas savoir le boulot que ça représentait pour Maurice. Le Times roman, qui correspond à un fragment de vie romancé qui traite d'un bref laps de temps qui ne s'étend pas en tout cas au-delà de 1966. Florence Delay vient d'en donner lecture, notamment le grand passage de La mathématique. Le Times semi-bold, qui correspond au récit autobiographique romanesque des années qui suivent. Ces deux premiers brins composant un premier film d'Ariage. Un deuxième fil qui correspond à celui d'une autobiographie du subconscient, qui est composé en Gilles sans Light. Le mode Archer et celui du journal de la composition. Et enfin, le New Baskerville est réservé à des interrogations sur la nature de l'opération en prose. Ces différents fils entrelacés correspondent, Jacques Roubaud l'indique, à des couleurs différentes dans la version numérique, comme par exemple dans la grande kyrielle, pour donner un exemple, où chaque voix était distinguée par différentes couleurs. Je montre, mais vous ne voyez rien, mais bon, c'est pour vous indiquer. Noir, rouge, vert, bleu, violet. Le livre, immédiatement émouvant, immédiatement drôle, confronte le temps de la vie et les temps de l'écriture, et on peut noter, avec un agacement sans surprise, que la Summa Poetica est passée plutôt inaperçue, à en juger par le silence qui l'accompagnait dans les médias et qu'elle prévoyait, tandis que peut-être la nuit de dimanche a les suffrages de la presse. Triste séparailles programmées dans le premier cas, heureuse retrouvailles dans le second. Là, des ressemblances de surface. Choix du discontinu, tonalité, rencontre d'objets ou, comme on disait dans la critique d'avant, de métaphores obsédantes et de mythes personnels, le fantasme du coucou, celui qui vient faire son nid dans le nid de l'autre, qui est à la fois indiqué pour les rapports poésie-prose en poétique remarque et reporté à des personnalités dans le brouillon de prose. Au-delà donc de ces ressemblances de surface, au-delà aussi des ponts jetés de l'un à l'autre, puisque d'une certaine manière, et on pourrait le montrer, poétique remarque annonce par certains biais le brouillon de prose, et que le brouillon de prose reprend et notamment résume en un chapitre certaines des thèses principales de poétique remarque. Ce qui rend le rapprochement de ces deux livres difficile, me semble-t-il, c'est un ensemble de deux difficultés. C'est d'abord, de toute évidence, le statut des deux livres. Le premier livre est le livre de la puissance de la théorie poétique. L'exposé réflexif et raisonné du système. En dépit, je le sais bien, des prudences affichées, je pense par exemple à la remarque 3706, pas d'aphorisme, pas de maxime, pas de vérité, on n'est pas du tout dans une poétique de type apophantique ou prophétique comme René Char, comme je disais tout à l'heure, pas du tout. Mais on est quand même dans un exposé réflexif, théorique, qui affirme. Le second est le livre de la puissance amoindrie, le livre des entraves, le livre des gènes. Il ne s'agit pas ici de se livrer à je ne sais quelle psychologie de l'éthos qui a présidé aux deux ouvrages. Jacques Roubaud, sur ce chapitre, comme sur tous, je dois dire, a au moins 3 longueurs d'avance. Il s'agit d'inscrire le premier dans un registre que j'appellerais celui de la grande forme, comme on le dit d'un sportif, mais comme on le dit aussi d'un poème, la grande forme. Et le second, dans le registre de la petite forme, comme on le dit d'un sportif qui se cherche, et d'une forme qui se donne comme un brouillon. La seconde difficulté provient aussi du fait que Poétique Remarque entretient un rapport organique avec l'ensemble de l'œuvre de Jacques Roubaud, lui servant de commentaires, d'explications, de légendes et parfois de rectifications. Je pense notamment au lien étroit, passionnant, qui existe entre Poétique Remarque et le grand incendie de Londres,
rebaptisé dans le traité Grill, hein, ce qui va bien pour le grand incendie de Londres, mais aussi au lien qui relie Poétique Remarque au cycle du Graal et à ses réécritures. Peut-être où la nuit de dimanche s'inscrit moins dans l'œuvre que dans une position construite de supplément. Si vous me le permettez, et pour me faire comprendre, je comparais volontiers sa position à celle des rêveries du promeneur solitaire par rapport à l'édifice rousseauiste. Car chez Roubaud, d'ailleurs, comme chez Rousseau, la question se fait urgente. C'est l'incipit que vous connaissez toutes et tous de mémoire de la première promenade. Mais moi, détaché d'eux et de tout, que suis-je moi-même? Voilà ce qui me reste à chercher. Malheureusement, cette recherche doit être précédée d'un coup d'œil sur ma position. Et c'est bien un coup d'œil sur la position que permet peut-être ou la prose de dimanche. Mais sitôt énoncée, la comparaison, elle délivre une leçon. Les lecteurs modernes des rêveries ne lisent plus les promenades comme une pièce détachée du système et s'emploient, pour les meilleurs d'entre eux, à comprendre ce qui dans le système annonçait le promeneur et ce qui, chez le promeneur, corrige le système. On pourrait montrer que les rêveries du promeneur solitaire sont l'achèvement du système. Comme les rêveries du promeneur solitaire, pardon Jacques, les rêveries du prosateur sédentaire, donc Poétique Remarque, offrent l'occasion d'un beau renversement entre ce que j'appellerais la puissance de l'impuissance et l'impuissance de la puissance. Mais il y a plus, et plus essentiel peut-être. La remarque 3694 de Poétique Remarque, qui reprend un motif énoncé précédemment plusieurs fois, déclare, ça c'est évidemment très énigmatique, ces remarques sont mon journal intime. Mon journal intime. Ces remarques sont mon journal intime. En d'autres termes, tout comme l'Émile de Rousseau disait aussi la vérité de l'homme de la nature dont le modèle se trouvait dans le seul cœur de Rousseau, de la même manière, Poétique Remarque est un journal où l'intime se développe dans ce que l'auteur a de plus intime, sa conscience du temps. Un lien d'essence permet, me semble-t-il, d'articuler ces deux œuvres. Ce lien, je l'ai dit d'emblée, serait rhétorique s'il n'affectait l'essentiel de l'œuvre de Roubaud. Ce lien, je ne saurais pour l'heure le qualifier, je le fais de manière par provision, comme dirait Descartes, autrement que comme une poétique de la conscience intime du temps. Ce qui relie ces deux livres, la somme, si vous voulez, le système et les rêveries, pour ainsi dire, c'est une poétique de la conscience intime du temps. Oui, c'est bien dans leur poétique de la temporalité que ces deux œuvres se touchent. Entendez, par ce qu'elles font du temps et par ce qu'elles font avec le temps. Il me faut donc livrer mon hypothèse avec un peu de tranchant. Poétique Remarque n'est pas seulement un des chefs-d'œuvre de la poétique moderne, c'est aussi un geste théorique d'une grande audace qui consiste à rapporter l'invention formelle du poème dans la langue à la temporalité. Je crois pouvoir dire, sous bénéfice d'inventaire, que cette articulation, le poème n'est pas seulement une forme de la langue, n'est pas seulement une forme du souvenir, je cite par exemple un poème de la commémorable, remarque 105, mais plus essentiellement une forme de la mémoire. Je cite, elle est à côté de la mémoire des souvenirs et de la mémoire anamnèse, la troisième mémoire. Je crois pouvoir dire donc que cette thèse, selon laquelle la poésie est la forme du temps, est une thèse dont la puissance théorique est devant nous. Ce n'est pas seulement thèse qu'on peut concevoir, que la poésie, et cette thèse, Roubaud ne l'a pas simplement défendue depuis le début, il l'a illustrée, il l'a même incarnée, que la poésie est, je cite, mémoire de la langue par amour, par l'amour, c'est la remarque 170, c'est qu'elle est
la poésie, la langue de la mémoire. La langue de la mémoire. Vous avez donc compris que si on suit ce livre, oublier la poésie, ce n'est pas un problème culturel parmi d'autres. Oublier la poésie, ce n'est pas seulement oublier le passé de la poésie ou celui de la langue, c'est dire aussi qu'on risque, en oubliant la poésie, d'oublier la forme de notre propre passé. Ce qui fait la puissance inouïe de la poétique de Roubaud, c'est précisément que, c'est un terme qu'il n'emploie pas, son ontologie de la poésie, c'est-à-dire ce qui fait que la poésie est ce qu'elle est, repose sur une poétique de la temporalité. Je tiens à souligner avec netteté que cette poétique, et c'est très singulier dans le contexte français, ne doit rien à la phénoménologie. Rien. Et que cette différence est elle aussi considérable, car pendant longtemps, il a pu sembler, en France en tout cas, mais aussi en Italie, en Allemagne, que c'était à Husserl ou à Heidegger qu'il fallait faire porter le poids de la théorisation du rapport entre poème et temps. Je cite par exemple un livre qui a eu quelques succès dans les années 50, le livre de Steiger sur les catégories fondamentales de la poétique, où Steiger essayait de faire du Heidegger sur le poème. Non. Chez Roubaud, cette interrogation du lien entre poétique et temporalité se fait avec des instruments empruntés à la tradition mathématique, vous le rappeliez, monsieur, et à la logique intuitionniste. Or, ce cœur incandescent, c'est-à-dire ce rapport, précisément, entre poétique de la forme et forme de notre rapport au temps, ce cœur incandescent, c'est bien celui qui pulse dans Peut-être ou La nuit de dimanche. Je cite, « Quels sont... » Alors, c'est quand même stupéfiant, enfin, extrêmement émouvant, méditer la succession de ces deux phrases. Quels sont les rapports ici entre poésie et prose, demande Jacques Roubaud, et tout de suite après, si je parle de temps, de quel temps? C'est-à-dire que la différence entre poésie et prose est immédiatement traduite en une différence poétique de perception, ou de construction, je dirais plutôt, de la différence temporelle. Et il enchaîne, citant une formule dont je crois, Jacques, que la première occurrence se trouve chez Damoret et Pichon, qui étaient des grammairiens formidables, mais aussi parfaitement pétainistes. Bon, c'est peut-être pour ça que vous ne les citez pas. Quels temps verbaux employés? Réflexion sur le tiroir des temps verbaux. Vous savez, le tiroir des temps verbaux, c'est la manière dont on décroche, disent certains linguistes, les temps par rapport au présent de l'énonciation. Au-delà donc de la réflexion grammairienne sur l'emploi des temps du passé dans le récit, et de la réflexion extrêmement puissante sur le futur antérieur, qui court entre les deux ouvrages, le futur antérieur étant le temps auquel on raconte le présent de la prose, mais aussi le temps par lequel on se souvient du poème, la question est donc, quelle est la forme que nous pouvons donner au temps de notre vie? On comprendra ainsi que si cette question est celle du poéticien et celle de l'écrivain, elle est celle de tout un chacun. Il s'agit donc de comprendre comment s'entrelace chez Roubaud une réflexion sur la forme poétique dans sa distinction de la forme prosaïque dans Poétique Remarque et sa mise en œuvre, la mise en œuvre de cette différence réflexive dans Peut-être ou La nuit de dimanche. Combien j'ai de temps encore? Ce que tu veux. Bon. Alors, je prends 5 minutes. Ouais, ça va. Les gens d'Amérique latine ne ferment pas jusqu'à demain matin. Non, je ne veux pas me fatiguer. Peut-on donner une première vision de l'ontologie poétique qui se déploie dans les plus de 4000 remarques de Poétique Remarque? Je voudrais m'y essayer donc en situant la poétique de Roubaud. Je précise que le terme de poétique, tel qu'il est présent dans le titre de Roubaud,
doit être entendu en un sens bien précis. Jusqu'au XIXe siècle, le terme de poétique désignait, dans un contexte, on va dire, post-aristotélicien, mais bien rénové par la Renaissance, tout simplement un art d'écrire des vers. À partir du XIXe siècle, et de ce qu'on peut appeler le tournant spéculatif de la poétique, on n'a plus demandé à la poétique de savoir comment lire des poèmes, et encore moins comment les écrire, mais on a demandé à la poétique de justifier la poésie dans l'histoire de la philosophie. La poétique s'est alors trouvée écartelée entre un versant spéculatif et un versant descriptif. Pour le dire autrement, la poésie pour les philosophes, pour lesquels Jacques Roubaud a des remarques d'une amabilité assez limitée, et les poèmes pour les littéraires, pris en charge par une poésie descriptive, d'inspiration souvent formaliste, descriptions pour lesquelles Jacques Roubaud a souvent des propos moins durs qu'il ne les a à l'encontre des philosophes, mais pas forcément amènes. Or, ce qui est très frappant dans la poétique de Roubaud, c'est qu'elle permet, et c'est pourquoi, à mon avis, elle représente une avancée considérable, une fois pour toutes, de surmonter ce partage. Si on lit sérieusement Poétique Remarque, il n'y aura plus de différence entre une poétique comme théorie de l'écriture des poèmes et une poétique comme justification de ce que doit être la poésie au regard des autres formes de langue. Son ontologie poétique, je dis ça, et puis un autre point, et puis j'arrête. Son ontologie poétique consiste, je le redis, à entrelacer trois termes. La forme, le temps, la langue. Ce n'est pas simplement de les mettre au cœur d'une théorie poétique qui est neuf, mais d'inventer un entrelacement absolument singulier. Que la poésie soit forme, cette thèse est constamment répétée. Mais elle n'est pas simplement forme du langage, elle est aussi forme du temps. La thèse de Roubaud, dont peut-être certaines et certains d'entre vous ne mesurent pas toute la dimension polémique, est que si la poésie n'est pas forme de langage, tout simplement elle n'est pas poésie. D'accord ? Donc je ne reviens pas, Jacques, sur ce que vous dites de la performance. Vous passez d'un jugement, on va dire, négatif gentil à un jugement négatif sévère, hein, entre les, disons, entre la moitié du livre et la fin du livre. Vous déployez cette première thèse sur la forme du langage sur 4 plans, hein, je les rappelle rapidement, par exemple dans leur version de la remarque 33-45, hein, un poème en fait a 2 états internes et 2 états externes, et ces états sont bien des formes, puisque ça devient en 33-45, les 2 formes externes d'un poème, la forme écrite et la forme orale. Toutes les 2 sont immobiles et constituent la partition. Et puis les 2 formes internes d'un poème, c'est très difficile à dire à l'oral, hein, la forme écrite avec un Q, hein, EQRI, terme inventé pour les besoins de la cause, et la forme orale, AUR-ALE, hein, c'est-à-dire, si vous voulez, la forme externe, c'est la forme telle qu'elle se donne sur la page ou à l'écoute, et les formes écrites avec un Q oral, AUR, c'est la forme telle qu'elle devient en vous une forme. Soit. La poésie est une forme du langage qui porte sur toutes ces dimensions. Elle n'en privilégie aucune, mais les prend toutes en considération. La phrase coupée comme indicateur du maître, qu'il soit ou non vers, marque le lieu de séparation le plus net de la poésie et de la prose. Et quelles que soient les élaborations des post-poètes, il y a poésie quand il y a un travail formel sur la langue. Mais la poésie, évidemment, et cette thèse est plus provocante, est aussi une forme du temps. Comment entrelacer forme de la langue et forme du temps? La thèse de Roubaud se déploie à la fois sur le plan de l'individu privé et sur le plan de l'histoire. Et bien sûr, c'est cette ontologie du temps qu'il faut indiquer, parce que c'est elle qui nous permet de faire le lien avec peut-être
ou le brouillon, l'autobiographie en forme de roman. Du point de vue de l'existence de l'individu, et selon une conception qu'on pourrait dire lockéenne ou augustinienne, si vous voulez, hein, on n'est qu'à être dans le temps, et la conscience de soi est la conscience de soi dans le temps ou dans la temporalisation. Mais si notre existence est de part en part temporelle, Roubaud pose 3 questions radicales. Que vaut l'instant? Et donc là, il emploie directement le mot nune, hein, le mot grec aristotélicien de physique 4. Hein. Que vaut l'instant? Que vaut le souvenir? Que vaut la mémoire? Or, ce qu'il y a, à mon avis, le plus extraordinaire dans ce livre, hein, c'est que, à ces questions, qu'est-ce qu'un instant, qu'est-ce que le temps, qu'est-ce que la mémoire, ne répond pas dans une perspective qui serait celle de Paul Foy, et même celle de Guy, une phénoménologie de la conscience intime du temps. Ce qui y répond, c'est la forme poème. C'est le poème qui devient forme de l'instant. C'est le poème qui devient formalisation du souvenir, et c'est le poème qui devient formation de mémoire. Roubaud, à la suite des thèses de McTaggart, hein, qu'il a souvent commentées, refuse bien sûr que l'on distingue existence du temps de la perception qu'on peut en avoir. Notre instant ne vaut que dans la mesure où nous parvenons à les faire exister dans le retour d'un futur antérieur que garantit le langage. C'est ici qu'il faut comprendre la portée de la définition du vers, et rien que ça mériterait, rassure-toi, je ne vais pas le faire, tout un séminaire. Pourquoi le vers en poésie? Pourquoi le vers en poésie, 25-16? Parce que, arbitraire mais nécessaire dans la langue, il est le lieu par excellence de la mémoire, où la langue, le désir-être de la langue, retourne, c'est bien la définition de Versus, et répète. Pour que la patience s'exerce, pour que le langage opère au niveau du sens interne, il lui faut le rythme, le maître. Sans rythme, pas de poème. Alors, je saute tout un développement, et je dis simplement hein, que cette ontologie du poétique hein, est vaste, parce que cette théorie de la temporalisation, elle n'est pas simplement pensée par Roubaud au niveau de l'individu, mais aussi, et c'est tout à fait extraordinaire, hein, dans une archéologie des arts de la mémoire. C'était d'ailleurs, d'une certaine manière, le point de départ des remarques. Enfin, une des premières sections des remarques portées là-dessus, hein, c'est la thèse tout à fait extraordinaire que la pensée existe comme refoulement de la mémoire. D'accord? Donc ça, c'est bien la thèse cartésienne, hein, c'est que penser, ça n'a rien à voir avec se souvenir. Penser, c'est plutôt construire et produire des objets. D'accord? Et donc ce refoulement de la mémoire se déplace, alors, chez les Grecs, c'est le moment simonide, mais au XVIe siècle, enfin, à partir de Pétrarque, elle se déplace, ce travail sur la mémoire se déplace du côté du poème, et quand les arts de la mémoire disparaissent, la seule pratique symbolique humaine qui prenne en charge la mémoire, c'est le poème. Rien que pour ça, Poétique Remarque est un livre absolument bouleversant. Nous avons donc chez Roubaud la langue pour habiter le temps et la poésie pour donner sa forme à cette manière d'habiter. Et dans Peut-être ou la nuit dimanche, ce problème est posé du côté de la prose. Alors, ce qu'il faudrait maintenant produire, mais je m'arrête là, hein, c'est montrer comment le statut de l'instant, c'est-à-dire le rapport à l'instant vécu, et son dédoublement réflexif dans la mémoire, n'est pas formalisé de la même manière dans le poème et dans la prose. La thèse de Roubaud hein, est très puissante, hein, c'est que c'est bien le statut de l'instant, vécu et remémoré, qui distingue poésie et prose. Et si Roubaud en a assez de ce qu'on pourrait appeler hein, la domination de Proust sur la prose française du XXe et du XXIe siècle, c'est précisément parce que, au-delà de ce que vous n'aimez pas chez lui, hein, ce que vous n'aimez pas, c'est sa conception du rapport entre temporalité et vécu. Pourquoi? Et je finis là-dessus. Parce que chez Proust, hein, cette phrase que Claude Lévi-Strauss aimait plus que toute, hein, chez Proust,
l'instant est conçu comme une recollection de tous les temps. Un moment qui, donc on pourrait en donner une glose charienne, si nous habitons un instant, il est le cœur de l'éternel. C'est une des phrases de Char, qu'on apprenait tous au lycée. Bon, sujet de dissert. Nous habitons un instant, il est le cœur de l'éternel. Ok. Donc, l'instant comme recollection, comme synthèse. Mais, chez Roubaud, l'instant, il n'est pas recollection et il n'est pas synthèse. Il est fuite. Il est fuite. Et qu'est-ce que fait la prose? Elle enchaîne ses fuites. Et qu'est-ce que fait le poème? Il en indique les bords. Merci beaucoup. Merci infiniment Martin pour cette lecture et on fera réagir, je pense, Jacques Roubaud sur cette question d'une différenciation à partir de l'instant. Mais on va peut-être écouter le texte une dernière fois avec Florence. Donc peut-être il y a deux portraits d'hommes admirés. Jean Benabou et François Le Lyonnais. Je vais lire le chapitre « Qui je fus autrement », chapitre 19. « Qui je fus autrement ». Invité par Queneau à assister à une réunion du mystérieux Ouvrage de littérature potentielle, au LIPO, j'y fus. Automne 1966. Mon fil premier de mémoire aboutit là, dans un restaurant du 7e arrondissement. François Le Lyonnais, FLL, présidait. Je connaissais de lui la peinture à Dora. J'avais lu aussi Les grands courants de la pensée mathématique, livre qui avait joué un rôle non négligeable dans ma vocation tardive de mathématicien. La mathématique, au chapitre 14 de mon récit, avait trouvé, grâce à ma rencontre décisive avec Jean Benabou, Jean B, sa place naturelle dans ma vie. Ma rencontre avec FLL fut au moins autant décisive. Je compris que la contrainte allait jouer pour moi, à l'égal de la mathématique, un rôle irremplaçable dans les compositions de poésie. Je suis alors devenu poète. Je dois de l'avoir été plus ou moins bien à ces deux génies, Jean B et FLL. J'ai accompagné et soutenu un peu, pas très adroitement, pas très efficacement, pendant les 50 années qui ont suivi, leurs progrès, leurs efforts, leurs luttes. Et pour finir, souvenir du président Le Lyonnais retrouvé à l'hôpital. Cire pensif, souple, saute délicatement dans le poteau rose. Fleur du président, route de la Reine, à Boulogne, le soleil jette une ombre sur les souvenirs, jardin, arbre d'encre. Et je suis assis, chat parmi les livres. L'immensité de ces livres, d'une rangée l'autre le regard saute, rempli de savoirs incongrus et d'encre, d'un beau s'éclipse à la faveur de l'ombre. Et cire pensif pisse dans les roses, ni vu ni connu, et punit la reine. Son ennemi qu'est la reine T, les milliers de livres de la bibliothèque attendent dans l'ombre où je suis assis, la lumière saute, par-dessus 40 années et les roses du président se sont noircis dans l'encre. Fantomas a jeté l'encre, noire de l'oubli, sûreté la reine, destinataire de toutes les roses, d'éclose dans le jardin, dans les livres, de mathématiques pressées, l'œil saute, d'archipel aux échecs, j'écarte l'ombre, qui dissimule l'ombre, se lance comme de la sèche l'encre, sur tous les Olympiens excusés saute, sur le visage de Tania, la reine, sur Queneau, Perret, Queval, sur les livres de la bibliothèque, les roses. Une à une fanée rose, rougissantes aux environs de l'ombre, et je vois entre des 10 000 livres
de la bibliothèque la nuit d'encre, du temps qui saccagea tout, la reine enterrée et si repensif qui saute. JR offre ses roses d'encre à l'ombre du président que sa reine vienne au jardin où si repensif saute. Merci infiniment pour cette très belle lecture. Alors, Jacques Roubaud, peut-être avez-vous envie de réagir directement à tout ce qui a été dit, qui a été très dense, très riche. Donc, soit je vous laisse la parole directement, soit je vous pose une question à partir de ce qu'a dit d'abord Jacques de Becker. Vous le souhaitez ? Je sais pas. À vrai dire, je ne suis pas vraiment en mesure de répondre. J'étais très impressionné et très ému de les deux interventions qui ont été faites, mais comment dire, à la suite d'un certain nombre d'anesthésies générales, ma cervelle a été chaque fois lessivée. Elle a donc produit non seulement ce qui finalement est relativement banal et se produit chez tout le monde, c'est-à-dire l'abandon de plus en plus net des souvenirs, leur disparition, mais beaucoup plus gravement, et c'est une chose remarquée par La Rochefoucauld, la faiblesse de la faculté de juger. Et à vrai dire, je suis incapable de raisonner sur ce que j'ai entendu. Alors, moi, je vais quand même vous poser la question parce que je vous l'avais posée quand on s'est rencontrés pour Diacritique, et Jacques de Becker est revenu interrogeant cette question d'une cohérence ou non, et d'une méthode ou non, de peut-être la nuit de dimanche. Et vous m'avez répondu, je vous ai dit je suis nulle en maths et donc je ne peux rien voir, je ne peux rien percevoir. Vous m'avez dit non, il n'y a rien. Et je ne suis pas la seule à m'interroger, donc je vous repose la question. Alors, la question, c'est quoi? C'est les mathématiques. La cohérence mathématique de cet ensemble, ou une structure ou une contrainte olympienne à l'intérieur. Dans peut-être la nuit de dimanche. Dans ce brouillon. Aucune. Ah, vous répondez toujours la même chose. Aucune. Je suis incapable, c'est ce que je viens de vous dire, je suis incapable de construire la cohérence que j'aurais évidemment construit si j'avais été capable de le faire. Je le voulais, mais je ne le pouvais pas. Et donc, c'est comme ça que les choses avancent dans ce brouillon. Non, moi je ne veux pas du tout ennuyer Jacques Roubaud avec des questions. Je voulais juste ajouter un point sur Poétique Remarque qui n'est pas apparu de nos deux interventions. Dans Poétique Remarque, vous trouvez aussi, en plus de théorie de ce qu'est la poésie, ce que j'ai essayé d'expliquer, une réflexion sur la forme de la temporalité dans la langue, vous trouvez aussi un ensemble tout à fait considérable à reconstruire, même sous forme peut-être d'index personnel, de considération sur l'histoire de la poésie. Et sur l'histoire à très long terme, depuis Homère, bien sûr, et Simonides, mais aussi des considérations tout à fait passionnantes sur la poésie italienne, alors, des considérations qui sont à la fois extraordinairement précises et historiquement fondées, et très souvent aussi très polémiques, avec des avis. Alors, par exemple, vous découvrirez que la Divine Comédie, la DC, c'est la démocratie chrétienne de la poésie italienne, et que, heureusement, Pétrarque est arrivé pour essayer de sauver un petit peu la forme dans tout ça. Vous trouvez aussi des considérations
évidemment, ça n'étonne pas les lecteurs de Roubaud, mais très important, très poussé sur Rimbaud, sur Mallarmé, sur ce qui se passe, disons, ce que Roubaud avait raconté dans La vieillesse d'Alexandre, sur l'invention du vers libre. Vous trouvez des considérations magnifiques sur Pound, et très fréquemment, et j'en dis juste un mot, des réflexions suivies à travers, je dirais, la prose française, surtout 19e et 20e, des relations entre poésie et roman. Alors, je l'ai dit, on peut dire de manière pudique que Proust n'a pas vos faveurs, mais il y en a un que vous aimez encore moins que Proust, c'est Joyce. Alors ça, Joyce, il en a pour son compte, et votre rapport à Joyce, au-delà de votre goût, etc., doit être précisé. Parce que je crois qu'il se joue dans le rapport à Joyce, nous disons, Joyce permet d'expliquer de manière très précise ce que vous appelez invention formelle. Parce que qu'est-ce que vous dites de Finnegan's Wake, qui a fait, disons, les beaux jours, dont la gloire a fait les beaux jours du telcaïsme et autres textualisme BA. Ce que vous montrez à propos de Finnegan's Wake, c'est que vous dites oui, c'est très bien Finnegan's Wake pour le lexique. Ah oui, alors pour le lexique, en effet, il y a une richesse lexicale empruntée à plusieurs langues, mais vous dites, du point de vue syntaxique, je vous cite, c'est plat, c'est nul. D'accord. Or, au-delà, si vous voulez, de votre goût, etc., je pense que ce qui est vraiment capital, c'est de faire comprendre que si Finnegan's Wake n'a pas vos faveurs, c'est précisément parce que ce qui se joue dans l'invention formelle du langage, dans votre rapport à la temporalité, c'est la syntaxe. Et ce qui vous intéresse dans le roman, c'est la syntaxe. Et si Finnegan's Wake est faible, je suis désolé de le dire dans vos termes, c'est parce que sa syntaxe est faible. Et sa syntaxe est faible, et du coup, il n'y a aucune interaction possible entre ce que fait le poète quand il coupe, quand il met, etc., et ce que fait le prosateur. Donc c'est pas simplement un livre de théorie, c'est aussi un grand livre d'histoire de notre relation au poème, etc. Mais vraiment, c'est un livre d'un foisonnement, d'une richesse et d'une... Oui, Florence de l'Élysée, d'allégresse, d'une allégresse... Est-ce que je peux placer un... Bien sûr. Pourquoi vous mettez à égalité la syntaxe dans le poème et la syntaxe dans la prose? Ah non, pas du tout. Ah bon? Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas la même. Non, pas du tout. Non. Disons, j'ai une très grande admiration pour Proust. J'ai une grande admiration pour Joyce aussi. Mais en même temps, par rapport à ce que j'ai aimé dans la prose et ce que j'ai aimé de manière générale, c'est aussi pour moi, comment dire, je dirais pas des ennemis, mais il y a quelque chose qui ne va pas pour moi. Et chez Proust, par exemple, c'est l'effort poursuivi, que déjà commencé par Flaubert, et poursuivi de dire que la poésie, c'est là, c'est lui qui est là. Les poètes, on s'en fiche. Donc, Flaubert est le premier à avoir fait ça, et de manière très, très nette, et il y a eu une très belle réponse de quelqu'un envers lequel j'ai toujours eu beaucoup de réserves, qui est Charles Baudelaire, parce que Baudelaire répond très, très clairement avec le spleen de Paris, et répond très clairement, essentiellement, il lui dit, bon, voilà, mon poème sur les nuages, essayez un peu de voir si vous êtes capable de faire ça. Donc, les nuages. Ça, vous pouvez toujours essayer, vous n'y arriverez pas. Bon, et de la même manière, mon éloignement par rapport à Joyce, j'aime énormément Dubliners, par exemple, c'est très bien. Dans certains moments, Ulysses, c'est pas mal. Et Finnegan's Wake, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir parce que c'est a big pun cake.
C'est à la fois un pancake et un pancake. C'est fait de jeux de mots. Voilà. Bon. Et ils sont intéressants, des jeux de mots très inventifs. Bon. Mais, je veux dire, c'est zéro à côté de Gertrude Stein. Donc, vous voyez, c'est ça. Pour moi, Joyce, non, parce qu'il y a Gertrude Stein. Voilà. Et là, alors là, dans Gertrude Stein, la syntaxe de la prose, aussi bien que la syntaxe de la prose du père, elle est là. Hein. Et comment? Et avec quelle invention? Difficile à comprendre parce que, comme chez Gertrude Stein, ça avance très très lentement. Au bout de quelques pages, le lecteur est immédiatement très fatigué et se dit qu'il a très bien compris ce qui se passe et c'est pas la peine d'aller plus loin. Et donc ça lui échappe, mais alors totalement. Et la plupart des gens sont complètement perdus avec Gertrude Stein parce qu'ils ne peuvent pas se rendre compte qu'il faut aller peut-être un peu lentement et puis voir comment elle bouge les choses très doucement pour obtenir des choses absolument merveilleuses. Comme ce grand roman de la Seconde Guerre mondiale qu'est Mrs. Reynolds, voilà, qui heureusement va être traduit en français grâce aux éditions Kambourakis. Voilà, là c'est un élément où j'ai pu répondre parce que c'est quelque chose qui n'est pas totalement sorti de ma tête. Pardon. Mais il y a comme ça. Alors, Gertrude Stein, effectivement, vous en parlez beaucoup dans peut-être La nuit de dimanche. Et il y a une question que je voulais vous poser à propos du titre, parce que c'est une question que j'ai ratée quand je vous ai rencontré, et en lisant l'article magnifique de Fabrice Gabriel sur votre livre, et Fabrice Gabriel est dans la salle, il fait référence, par rapport à ce titre, à un livre de Queneau, publié en 1952. Or, cette nuit de dimanche dont vous parlez beaucoup, c'est justement une nuit d'août 52. Est-ce que ce titre, vous l'avez pensé aussi en rapport à Queneau? Et d'ailleurs, le dernier extrait qu'a lu Florence tout à l'heure évoquait Queneau. Non, à vrai dire non. C'est la nuit de dimanche, parce que ce que je raconte, c'est la nuit de dimanche. Dimanche, il n'y a pas de Queneau là. Il n'y a pas de Queneau? Non. Queneau a joué un grand rôle pour moi, mais bon, pas au point de phagocyter mes titres. Je voulais vous poser une question aussi, parce que c'est quelque chose qui a été explicité par Martin tout à l'heure sur la forme de ce livre, sur cette question des typographies, des couleurs différentes, qui correspondent à des fils d'Ariane, c'est le premier extrait que vous avez lu, à des strates autobiographiques ou romanesques différentes. C'est un procédé qui est absolument fascinant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Pourquoi? Je suis parti dans quelque chose dont je savais que ça serait nécessairement un brouillon, puisque je n'étais pas sûr de pouvoir arriver au bout, et il ne fallait pas que je perde du temps à venir en arrière, parce qu'à ce moment-là, je ne pourrais pas aller plus loin. Bon. Donc je suis parti comme ça, et au bout d'un moment, je ne savais plus très bien où j'étais. Ouais, donc assez très vite, je me suis dit, il faut que les différentes choses que je veux faire, je puisse identifier, savoir où j'en suis. Et donc, bien, le meilleur système, c'est quand même de leur donner des couleurs différentes. Alors, chaque type de chose qui va être présente dans ce que j'écris, il y aura une couleur. Et puis, si on ne le fait pas en couleur, alors à ce moment-là, il faut que ça soit le travail du choix des caractères typographiques. Et heureusement que ça, je n'aurais pas été capable de choisir moi-même les bons caractères typographiques. Heureusement, Maurice Hollander m'a fortement aidé dans cette voie, et ça permet d'avoir un passage facile de la couleur au caractère typographique. Et alors, sur cette question qui a été soulevée aussi par Martin tout à l'heure de l'instant, qui serait cette distinction entre poésie et prose,
peut-être. Est-ce que vous pourriez me dire quelques mots, parce qu'il me semble que c'est absolument fondamental dans ces deux livres, et c'est effectivement ce qui fait de ce diptyque, moi j'ai parlé d'un diptyque beaucoup plus simplement, à la fois une différenciation et peut-être une révolution, enfin c'est pas tout à fait le terme que j'ai employé, mais cette question de l'instant, cette question du temps qui viendrait distinguer poésie et prose peut-être. Je répondrai de la même manière qu'au début, c'est-à-dire que cette lecture de ce que j'ai fait, qui m'a été faite ici, est pour moi très impressionnante, dans la mesure où je ne suis pas capable, je ne suis plus capable d'en juger. Et donc, c'est presque comme si on lisait très justement, ce que j'ai écrit à ma place. Deux magnifiques lectures. Alors peut-être allons-nous laisser la salle poser des questions à Jacques Roubaud. C'est la place de ce passage de Mallarmé qui s'appelle la crise de verre. Oui. Est-ce que ça joue quel rôle ça joue là, dans ton réflexion? On avait touché au verre, etc. Oui, crise de verre, bon, c'est un texte que j'ai beaucoup lu, beaucoup réfléchi, comme beaucoup de gens. Hein. Oui. Je n'ai pas une vision particulièrement intéressante de ça. Et ce que dit Mallarmé est beaucoup plus clair que ce que je pourrais dire. Mais, comment dire, ce brouillon de prose que j'ai écrit l'a été fait dans le moment où, précisément, ma mémoire est extrêmement atteinte. Bon. Et comme je me suis beaucoup préoccupé au cours de mon existence, ça va être bien expliqué par Martin, bref, beaucoup préoccupé donc de mémoire et de choses de ce genre, les arts de mémoire et toutes ces choses-là, ça m'a vraiment occupé énormément dans ma vie. J'ai travaillé, j'ai avancé dans cette prose en pensant quand même assez souvent à quelque chose que tu as dit, toi, et qui était parfaitement clair, la situation dans laquelle je me suis trouvé et qui m'a poussé dans ce brouillon, c'est que, ayant précisément basé énormément des choses que je pouvais essayer de penser sur la poésie, la prose, le vers et toutes ces choses-là, en les référant finalement à une idée de la mémoire, ne plus être capable d'avoir cette mémoire, c'était une maladie professionnelle. Alors je vais remercier absolument tout le monde, François Beltrami, Maurice Hollander, Jacques Roubaud, évidemment, Jacques de Decker, Florence Velay, Martin Rueff, de nous avoir présenté ces deux livres.